Et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Dorado Show. J'espère que vous avez la forme, content de vous retrouver pour une émission spéciale Playoff NBA. Ça y est, on est dans le vif du sujet avec les premiers matchs des playoffs de 2025 qui ont débuté. Je fais un début de playoff monstrueux pour tous ceux qui font partie des 3 étapes Sharp. Et j'espère que c'est le cas aussi pour vous. Et j'en profitais, je me suis dit, tiens, et si on faisait pas un Dorado Show pour justement vous donner quelques conseils pour parier, évidemment, les playoffs NBA. Puisque les playoffs NBA, les amis, c'est pas comme la saison régulière. Il y a une approche qui est complètement différente. J'ai envie de dire, les règles des matchs sont exactement les mêmes, mais la physionomie, la psychologie, comment on aborde les matchs en tant que parieur, comment les joueurs peuvent aborder les différentes rencontres. Bref, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. J'ai sélectionné 5 conseils qui vont vous aider pour ces playoffs 2025, mais qui vont aussi vous aider pour les futurs playoffs. Et on va pouvoir partir évidemment sur les différents conseils, les 5 conseils que je vais vous partager dans cette émission du Dorado Show. Premier conseil que j'ai envie de vous partager, les amis, c'est le mythe du bouton on. Ok. En fait, il y a un mythe qui s'est propagé par le passé, notamment avec les équipes de LeBron James, de Jimmy Butler avec Miami Heat à l'époque, où tu avais des équipes qui pouvaient se permettre de faire une saison moyennasse, en tout cas en dessous des attentes, et boum, les playoffs arrivent, le 15 avril arrive, c'est toujours à peu près autour de cette date-là, et on appuie sur le bouton on, le bouton playoff, et on va commencer à jouer et se sortir un petit peu les doigts après notre saison un petit peu mauvaise. D'accord. Et alors ça, c'est souvent un bouton, j'ai envie de vous dire, ou un mythe plus à cause des médias, parce que une équipe qui était censée tout défoncer sur son passage, il y a plein d'équipes comme ça. Je vous pense les Cavs de James, la dernière année, je crois, où ils vont en finale et qui jouent. La saison elle est mauvaise. Alors c'est une des rares fois où oui, il y a une sorte de bouton on et ils arrivent à aller en finale. Mais il faut un run exceptionnel. Il faut que James il est monstrueux pour y arriver. Il y a eu quelques surprises avec Miami qui avait éliminé les Bucks. Les fameux Lakers. Alors ça remonte avec Dwight Howard, etc. Je crois qu'ils s'étaient même pas qualifiés en playoff. Mais il y a toujours ces équipes un petit peu très populaires, très médiatiques pour X ou Y raisons, qui sont décevantes pendant 82 matchs. Et, et à un moment donné, on se dit, ah, c'est les playoffs, ça a mieux joué. Cette année, par exemple, ça pourrait être les Bucks. Les Bucks avec Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, etc. Bon, hein, Lillard, il a manqué des matchs, etc. Pas à 100%. On pourrait se dire, voilà, c'est les playoffs, on va retrouver le Dame Time, etc. etc. Bref. Bon, c'est pas un très bon exemple les Bucks, mais c'est un peu vous donner le contexte et qu'est-ce que ça veut dire ce bouton on. T'avais la même avec, je me souviens, Paul George. Je sais plus si c'est avec OKC ou avec
ou avec les Clippers où ils avaient fait une saison moyennasse et ça y est, c'est les playoffs, ça va être Paul George P qui Play P, voilà, je sais plus c'est quoi son surnom qui s'était mis pour les playoffs et puis finalement ils avaient rien fait. Donc il y a toujours cet état d'esprit de se dire ouais mais c'est les playoffs, cette équipe elle a pas été bonne sur la saison, mais sur le papier ça tient la route, ils vont appuyer sur le bouton on et ils vont tout défoncer. Ça c'est un truc de journaliste. C'est un truc de journaliste, c'est un truc de parieur lambda, j'ai envie de vous dire. En fait, qui n'a pas, pas une attitude sharp, en fait. Qui pense pas à probabilité, qui pense pas. Ça dépend si l'équipe elle arrive sur 10-15 victoires d'affilée, qu'on sent qu'il y a quelque chose juste avant les playoffs et que ça récupère un peu leur mauvaise saison. Pourquoi pas? Mais en vrai, les gars, comment dire? Si pendant 82 matchs, une saison NBA c'est 82 matchs. Si pendant 82 matchs, t'as galéré, c'est pas quand, on y reviendra sur le deuxième point, c'est pas quand c'est les playoffs que ça y est, tu vas un petit bouton, coup de baguette magique, oui, tu vas peut-être avoir plus envie, mais les autres équipes aussi vont avoir envie, et ça y est, tu vas avoir un jeu collectif huilé, tu vas avoir les joueurs qui auront leur rôle, etc., etc. Non, si t'as galéré, si t'as galéré pendant 82 matchs, tu vas galérer pendant 82 matchs. Euh, Parce que t'as été irrégulier pendant toute la saison. Donc oui, la saison régulière, il y a 82 matchs, les équipes elles gèrent, euh, elles veulent pas se blesser, on fait un peu tourner, des fois quand on va jouer à Washington, on s'en bat les steaks, etc. Oui, mais quand même, ça peut arriver de temps en temps un petit dérapage parce qu'on n'est pas concentré, etc. au niveau enfin, pour les équipes, mais globalement la saison elle est bonne. Les Celtics, ils sont champions NBA 2024. Ils ont fait une belle saison régulière. Ils se sont pas dit on va gérer, etc. Ils ont vu Cleveland, ils étaient tonitruants. Est-ce qu'on va les rattraper? Est-ce qu'on va forcer pour aller les rattraper? Est-ce que ça vaut le coup? Bon, peut-être pas, non, peut-être pas, mais ils n'ont pas été en mode bon bah vas-y, on fait rien, on est sixième, on va jouer le play-in et puis on va quand même espérer se qualifier. Il y a Miami qui avait réussi, qui s'était qualifié huitième pendant la bulle, je crois, qui avait fait le play-in et quelque chose comme ça et qui s'est qualifié. Ça peut arriver qu'une équipe est pas bonne en saison régulière ou irrégulière en saison régulière, voilà, et qui arrive quand même en playoff et finalement se transcende. Mais généralement, on va dire c'est des équipes. Miami, c'était un cas particulier parce que c'était un groupe qui vivait déjà depuis 2-3 ans ensemble, qui se connaissent déjà. Si tu as eu des transferts en milieu de saison, si tu as eu un changement de coach l'été, etc., généralement non. Et en fait, si tu as été irrégulier pendant la saison régulière, bah, ça va être difficile de step up au niveau collectif. D'accord. Et ça, faut bien l'avoir conscience. Alors, ce bouton on, il est de moins en moins vrai, c'est-à-dire qu'il existe de moins en moins. Et c'est vrai aussi que ces dernières années, je l'entends de moins en moins de la part des médias. Alors après, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'équipe qui s'y prête, potentiellement? Mais, euh, mais quand même, c'est un bouton que j'ai jamais vraiment cru. Et tu le vois très vite. Tu le vois très vite, généralement. C'est-à-dire que tu as une équipe que tu soupçonnes qui aura peut-être le bouton on. Le premier match, tu le sens tout de suite. Tu le sens tout de suite. Il y avait justement, ça me revient une anecdote sur ce bouton on avec Brooklyn quand il y avait KD, Kyrie, James Harden, etc. Qui avait fait pas une saison de dingo et tout le monde avait dit ouais mais c'est les playoffs, c'est bon, ils vont et finalement ils se sont fait sweeper par Boston. Avant de continuer cet épisode, une petite parenthèse. Si aujourd'hui tu paries sans vraie stratégie, sans cadre clair, que tu t'énerves, que tu veux toujours te refaire, mais que tu perds de plus en plus, alors les 3 étapes Sharp sont faites pour toi. Tu vas apprendre les bases réelles pour gagner, comprendre l'écosystème des paris sportifs, découvrir les méthodes, les outils, les stratégies qui transforment les fiches en requins. Si ton objectif c'est d'arrondir tes fins de mois ou même d'aller plus loin, tu es au bon endroit.
Et si tu es déjà expérimenté, tu trouveras les dernières stratégies rentables, la manière pour automatiser tes paris, créer ton propre algorithme et le bon mindset pour te permettre de passer au niveau supérieur. Je t'accompagnerai individuellement sur WhatsApp et tu pourras rejoindre le groupe privé des Sharps avec les meilleurs parieurs francophones. Actuellement, les portes sont fermées, mais tu peux réserver ta place dès maintenant. Le lien il est dans la description. On t'attend. Et on l'a très vite vu en fait. Au bout d'un match et demi, on va dire, ça y est, tu te dis il y aura 4-1 dans l'histoire maximum, mais ils n'y arriveront pas. Voilà, c'est ça que ce fameux bouton on, il n'existe pas. Et ça, c'est un mythe que vous avez peut-être entendu, que certains parieurs ont entendu, et ce mythe-là, il n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Cette année, c'est souvent les équipes de James. Je sais pas, je l'ai pas vu cette année, mais en mode ouais, mais c'est les Lakers, ils ont fait une belle saison. Mais par exemple, les Lakers, ils avaient fini, je sais pas, 7ème en mode play-in. Les gens auraient sûrement dit ouais, mais c'est les playoffs, le bouton on avec James et Doncic, etc. Potentiellement, souvent les équipes populaires comme ça, où il y a un fort joueur et qui ont été en dessous des attentes. Voilà, ça c'est le premier point. Attention au bouton on, ça peut exister, mais c'est une fausse croyance. Et vaut mieux se concentrer sur ce que globalement ont donné les équipes sur la saison régulière. C'est pas pour rien que ça s'appelle régulière. Et plutôt penser probabilité qu'autre chose. Deuxième point qui est important à prendre en compte, notamment si vous débutez dans les paris sportifs NBA, peut-être ceux qui ont déjà une expérience, vous le savez déjà, c'est que les matchs sont plus lents, sont plus fermés et sont plus défensifs. J'arrive même plus à écrire. On va mettre un défensif. Voilà. Et ça, c'est une approche à prendre en compte. Il y aura plus de jeux sur demi-terrain. Sur demi-terrain, half court. Vous aurez une rotation qui va être plus réduite. C'est-à-dire que le banc va être plus réduit. Ils vont jouer à 6-7 joueurs à peu près pendant tous les playoffs. Donc, attention à pas partir sur des overs parce que justement, ça c'est les parieurs débutants, ils tombent dans le piège en mode mais là il marque en moyenne tant de points, ah le cut il est 15 points en moins, ah c'est quand même vraiment abusé, je prends pas je prends le over. Et en plus généralement ils veulent voir des points les parieurs débutants, donc ils partent sur un over alors que les matchs sont plus lents. Vous avez juste à regarder, là le match des Lakers contre les Wolves de Minnesota vient de se terminer, je viens de le regarder, le score il est faible, parce qu'en 4 fois 12 minutes il est très très faible. Donc attention à pas tomber dans le piège des overs. Donc ça c'est pour tous ceux qui débutent dans les paris sportifs NBA. Quand tu connais, tu pars pas du tout sur des overs en playoff. D'ailleurs je crois que j'ai un pote américain à Las Vegas qui a fait le compte dans ce début des playoffs. Je crois que c'est 9 ou 10 under sur 12 matchs, un truc comme ça, malgré le fait que les cuts soient plus bas. Parce que on est sur demi-terrain, parce que la rotation elle est plus courte. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire si la rotation elle est plus courte, les amis? Eh ben, faut aller chercher les X-Factor. Les X-Factor, exemple parfait aujourd'hui. Je dis justement mon pote de Vegas, je lui dis, écoute, on était contre. Moi ce soir j'avais OKC moins 14,5 qui est passé et les Bucks plus 4,5. Et je lui dis, tu sais, le Factor X ça va être Bobby Portis. Et il a mis 30 points. Il a mis 30 points et c'est ce genre de joueur-là qu'il faut essayer de trouver si vous allez sur des performances joueurs. D'ailleurs, je vous présenterai un outil pour les performances joueurs, je pense pour la saison prochaine. Sur les perf joueurs, allez chercher le X-Factor. C'est des joueurs qui sont pas les superstars, donc qui sont pas ultra pricés, mais qui vont avoir du temps de jeu. Bobby Portis, Josh Hart, ça pouvait être, je sais pas, Alex Caruso, Derrick White, Drew Holiday à Boston, ça peut être Ty Jerome à Cleveland. Voilà, c'est pas les stars, mais c'est des joueurs qui vont pouvoir performer. Ils vont avoir du temps de jeu, ils vont être moins scoutés par les parieurs.
Les parieurs vont souvent se concentrer sur les Donovan Mitchell, les Jason Tatum, etc. Et du coup, vous pouvez vous en profiter justement, vous, pour partir sur des performants joueurs, sur des joueurs qui vont pouvoir performer. Et souvent, c'est des match-up, les playoffs. C'est ce qui... C'est ce qui est hyper intéressant parce que c'est tactique, on y reviendra encore après, c'est plus tactique que la saison régulière. Il y a des ajustements qui sont faits et attention en fait à cela. Les stars sont évidemment pricées. Alors j'aime bien, enfin, encore une fois, je me spécialise pas dans les performants joueurs parce que je fais plus les handicaps, parce que bah, c'est ma stratégie. Mais c'est vrai que on parle souvent de superstars super bien pricés. Ça dépend, je pense, des matchs. En tout cas, une chose est sûre en playoff, c'est que les stars elles vont jouer. Les stars vont avoir leur ticket shoot. Ça, c'est une certitude. Et c'est ce que j'aime bien dans les performants joueurs si je souhaite partir dessus. Mais en tout cas, performant joueur, cherchez les X-Factor, rotation réduite, donc allez pas chercher le petit joueur qui joue jamais, ou du moins qui joue en saison régulière, mais que tu sais qu'en playoff va pas jouer. Attention aux over, ne partez pas bêtement sur des over, parce que c'est les playoffs et ça joue à fond. Et voilà, donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, les amis. Troisième point, c'est peut-être le plus important, ou du moins un des plus importants. Ne prends pas pour acquis ce que tu as vu. Faut pas prendre ça pour acquis. Faut pas se dire. Je l'ai vu. Putain, c'était quel match, quelle série. Je crois que c'est les Lakers. Je crois que c'est les Lakers contre Minnesota. Je l'ai vu passer plusieurs fois. J'ai vu plein de fois, enfin plein de conclusions hâtives durant ces premiers matchs de playoff, en mode. En fait, à chaque fois qu'il y a un résultat, par exemple Memphis au KC, KC qui a dérouillé les Grizzlies sur le premier match. Après, le cas des Grizzlies est un petit peu différent. J'y reviendrai encore après au niveau des points et des conseils que je peux vous donner, mais voilà, les gens étaient là, ouais, les Grizzlies, ils vont se faire sweeper, ils vont pas réussir à gagner un match, machin, ils vont se faire taper à chaque match, etc. Et moi, je voyais ça me faisait sourire parce que, alors, paradoxalement, j'ai pris les deux premiers matchs, j'ai pris OKC moins 13,5 et moins 14,5, j'ai gagné les deux. Mais à la fin du premier match que j'avais OKC moins 13,5, je disais sur les membres des 3 étapes charges, je dis, ça va être intéressant de voir comment se comporte le marché et voir si on a de la value sur Memphis ou pas. Bon, il s'avère que le marché est quand même un peu plus intelligent que ça. Ils sont pas partis sur OKC tête baissée. Donc du coup, ils sont partis un peu plus sur Memphis parce qu'ils justement ils s'attendaient un peu à ce que Memphis réagisse. Ça m'a créé de la value sur OKC. Je suis parti dessus. Mais bon, bref, le sujet n'est pas là. Le sujet est que je vous avoue, et je vous le dis très clairement, que ça me faisait chier de partir sur OKC ce soir. Mais bon, value is value, les statistiques, bon, bref, j'ai un algorithme qui est très très sophistiqué et poussé, qui prend la liquidité du marché, enfin bref, comment on appelle ça, la variabilité, non, c'est pas le mot que je cherchais. Bref, je sais plus. En tout cas, il y a la liquidité qui est prise en compte, la volatilité du marché aussi qui est prise en compte, il y a une marge d'erreur qui est dynamique, une gestion de bankroll qui est dynamique, bref. Il y a plein de paramètres, les formules sont à vomir, mais ça me faisait chier quand mon algo me disait prends OKC parce que j'avais peur qu'il soit résultat orienté du game 1. Et j'aurais aimé qu'ils me disent de partir sur Memphis. Bon, à un moment, faut faire confiance aux mathématiques et aux chiffres. Si l'algo et les maths nous disent
de partir dessus, faut partir dessus. Les Lakers, après le premier match, ils se font dominer. J'avais Minnesota. Je vois tout le monde dire oui, les Lakers, ça va se faire taper. À voir s'ils arrivent à gagner un match chez eux, machin, etc., etc. En fait, en fait, c'est pareil en saison régulière. C'est plus ou moins la même logique. La vérité d'un match n'est pas la vérité du prochain. C'est pas parce que tu vois une équipe gagner de 25 points que forcément le deuxième match ils vont gagner de 25 points. Et tu verras sur X tout le monde dire oh là là, ça sent le sweep et tout, comme je vous ai dit. Ça prendra pas un match. Et ça, c'est la culture de l'instant. La culture de l'instant, ça tue des parieurs en playoff. Vous savez, j'ai débuté les paris sportifs en 2006. J'ai commencé mes premières playoffs en 2010. 2010, mes premières playoffs, 2009, je sais plus, 2009-2010. Et mon erreur, elle était là. Mais monstrueuse. Monstrueuse. Et j'avais fait des playoffs très mauvaises. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais fait une très bonne régulière, etc. Et puis en playoff, pas, pas du tout dedans. Parce qu'en fait, je pariais ce que je voyais. C'est-à-dire que je voyais une équipe, je me souviens, c'était Lakers contre Houston, je crois, de mémoire. Lakers-Houston, je crois que j'étais parti sur les Lakers Game 1. Ils avaient perdu et j'étais parti sur Houston Game 2 et tout à l'inverse en fait de ce qu'il allait faire. Et bon, je sentais qu'il y avait quand même un souci, qu'il y avait un problème. Je n'avais pas trop compris où. Et c'est en naviguant sur les forums aux États-Unis, je lisais quelques forums, des discussions, etc. Mais j'ai connu ce forum un an après. Donc j'avais pas fait des super playoffs la première année. Et un an après, je dis mais oui, putain, c'était mon erreur que j'avais fait il y a un an. Et en fait, il y avait une stratégie qui est plus rentable aujourd'hui. Mais la mentalité est la même. C'était une stratégie qui était cadeau. Ceux qui m'ont suivi en 2013, je l'ai appliqué. Ou 2012-2013. Les playoffs 2012 et les playoffs 2013, je l'ai appliqué. On avait perdu que 2 pronostics sur tous les playoffs. En gros, c'était la stratégie du zigzag. La stratégie du zigzag, c'était tu vas à l'opposé de ce que tu as vu lors du match précédent. Parce qu'en fait, les bookmakers et le marché en plus s'adaptaient à ce que voyaient, enfin, à ce qui s'était passé au match précédent. C'est-à-dire que vous aviez, je sais pas moi, on va prendre un exemple, les Lakers, voilà, Game 1, il y avait un âge de moins 5,5. Ils ont perdu contre Minnesota. Et ben le match 2, ok, les books sortaient les Lakers à moins 3,5 et le marché allait sur un moins 1,5. C'est-à-dire que le marché et les books faisaient l'erreur que moi je faisais exactement par le passé. Enfin, juste un an avant. Et donc du coup, fallait prendre les Lakers à moins 1,5. Je vous grossis un peu l'exemple, hein, comme c'était pas aussi grossier. Mais grosso modo, c'était ça. Tu partais sur des Lakers au game 2 à moins 1,5 parce que bah tu te dis bah vas-y. Enfin, la logique c'est un must-win, ils doivent gagner, etc. etc. Et tu partais sur un moins 1,5. En fait, tu faisais cette méthode de zigzag, tu faisais l'inverse. Voilà. Après, on est à 1-1 comme ce soir. Tu vas à Minnesota, tu prends Minnesota game 3 parce qu'ils ont perdu le match d'avant, parce que les gens vont aller sur les Lakers. Après, il y a forcément de la variance positive, mais Minnesota a une grande chance de gagner le match 3, etc. Et ainsi de suite. Et tu faisais le zigzag comme ça. Et ça, c'était parce que tu n'étais pas régi sur l'instant présent. Tu ne faisais pas ce que tu avais vu, en fait. Et ça, même si la stratégie mathématiquement du zigzag ne fonctionne plus bêtement, la, comment dire, la mentalité et le mindset qu'il faut avoir aujourd'hui quand tu veux parier les playoffs, c'est cette mentalité de zigzag.
C'est-à-dire que, est-ce que, c'est la question qu'il faut se poser, est-ce que ce que tu as vu, c'est vraiment une anomalie ou est-ce que c'est vraiment fondé? Ok, ici, qui gagne de 50 points contre, je sais même plus combien c'était, mais contre Memphis. Ok, ils sont plus forts, mais c'est une anomalie. Est-ce que ça veut dire que le match 2, ils vont partir dessus? Enfin, il faut repartir dessus, tête baissée sur OK ici. Sachant que Memphis doit réagir, sachant que Memphis vient de se faire humilier, etc. Memphis, c'est vraiment un cas particulier, tout comme Denver. J'y reviendrai après dans un autre d'autres points. Mais c'est bien ça qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est les playoffs, c'est des séries. C'est une série de 7 matchs. Ok? Série de 7 matchs. Il y a 2 matchs à domicile pour l'équipe qui a l'avantage. Tu as 2 matchs ensuite à l'extérieur. Donc on a eu les 2 premiers matchs. On va prendre le match des Lakers encore à Los Angeles parce que ils avaient l'avantage de terrain sur Minnesota. Les 2 matchs se sont passés. Il y a 1-1. On va se retrouver maintenant 2 matchs à Minnesota. Ensuite, il y aura un match si... bah non, il sera obligatoire celui-là. Un match à LA et si nécessaire, un match à Minnesota. Donc là, on est à 2, 4, 5, 6 et c'est un match si nécessaire à LA. C'est le Game 7, c'est le dernier. Pour bien que vous compreniez, c'est le premier arrivé à 4 victoires. Petite pause dans cet épisode. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je parie sur Pinacle et Betfair. Pour moi, ce sont les 2 bookmakers indispensables à tout parieur sérieux. Pourquoi? C'est les meilleurs codes sur le marché mondial. 0 limitation même quand tu gagnes. Dépôt simple et retrait super rapide, souvent même reçu en moins de 1 heure. Et depuis la France, la Belgique, la Suisse, le Québec ou encore l'Afrique francophone, tu peux y accéder via le broker Asian Connect. Tu peux parier sur PS3838, qui est le site miroir de Pinacle, Orbitix, le site miroir de Betfair, ou encore Piwi 247, qui regroupe les 2 sur la même plateforme. Alors, avant de vivre au Mexique, je passais moi-même par Asian Connect et aujourd'hui, même si j'en ai plus besoin personnellement, je continue à les recommander pour leur fiabilité, leur support client, leur rigueur et leur sérieux. Et si tu veux parier comme moi et comme tous les parieurs sharp, le lien, il est dans la description. En plus, ça soutient le Dorado Show, le Dorado Talk et ça t'aide à parier dans les meilleures conditions. Et bien sûr, n'oublie pas de parier de manière responsable, de respecter les lois en vigueur dans ton pays. Et on peut à présent continuer avec l'émission. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc là, imaginons que là, 1-1. Ensuite, les Lakers gagnent une fois là-bas et une fois et Minnesota gagne une fois chez eux. Ça ferait du 2-2. Ensuite, les Lakers gagnent chez eux. Ça fait du 3-2. Minnesota gagne chez eux. Ça fait du 3-3. Et il y a le dernier match décisif à Los Angeles à le Game 7. Voilà. Donc, il faut bien penser comme cela. Et d'ailleurs, je vous parle même là le point numéro combien. J'ai avancé. On attend. On est 1, 2, 3, 4, 5. 5, j'ai mes notes ici à l'écran. 5, 6. Ah ouais, je pensais que j'en avais 5. J'en avais 5, mais en fait j'ai 6 conseils. Bah, il y aura un petit bonus à la fin du coup. Du coup, là, je vous partage un des conseils que je voulais vous partager sur les 6. C'est que c'est des séries. Faut penser en série comme un peu. Alors, je sais pas si c'est le bon exemple, les 7, mais ce qu'il faut se dire, par exemple, ce soir, Minnesota se déplacer une deuxième fois à Los Angeles. Minnesota a déjà gagné le Game 1. Les Lakers, vous l'avez bien compris, c'est leur dernier match à domicile avant de partir avant de partir à Minnesota pour 2 matchs. Vous imaginez si Minnesota il gagne le Game 2, ça fait 2-0 pour Minnesota avec 2 matchs à domicile. C'est quasi. Je dis pas que c'est impossible pour les Lakers de se qualifier derrière, mais c'est très compliqué. Ça veut dire que ce soir, le match de Los Angeles chez eux, en ayant perdu le Game 1, était un must-win. C'est-à-dire qu'il y avait une urgence de gagner, même si on n'est qu'à 1-0 pour Minnesota, on est au début de série, il y a
une obligation de victoire qui est hyper importante pour Los Angeles. Vous comprenez au niveau de la motivation, de l'enjeu. Minnesota, évidemment, si tu pouvais mettre la tête sous l'eau des Lakers, tu le fais, t'hésites pas. Mais Minnesota, ils ont déjà récupéré l'avantage du terrain. Ils ont fait le job. Minnesota, quand ils vont à Los Angeles pour 2 matchs, ils disent il faut qu'on en gagne au moins un. Ils gagnent le premier. Le deuxième, ils savent très bien que les Lakers vont avoir le couteau entre les dents. S'ils peuvent le gagner, ils le gagnent. Mais si les Lakers prennent 20 points d'avance rapidement, 15 points d'avance rapidement, ils vont pas les griller pour aller les chercher. Ils ont essayé de tenter un comeback, mais ils revenaient un peu de loin. Ils ont vite déjanté derrière. Ils ont dit vas-y, c'est bon, on laisse tomber. C'est pas grave. Et c'est là en fait qui est hyper important, c'est de réussir à lire les séries. Lire les séries, c'est en plus des statistiques, en plus des absences, en plus de tout ça, de ce que vous avez vu en saison régulière. Voilà. Donc c'est important de prendre en compte cet aspect des séries. Hyper important de comprendre ces aspects de série. C'était le 3e point. Et ça, c'est important. Vous comprenez bien avec cet exemple de Minnesota que Minnesota, ils n'avaient pas l'urgence de victoire ce soir. Je dis pas qu'il fallait jouer les Lakers bêtement. Après, il y a la probabilité. Ensuite, il faut calculer ses cotations, l'écart de points en termes d'handicap. Et est-ce que ça valait le coup de prendre les Lakers moins 5,5 statistiquement, je peux vous le dire, non. D'un point de vue jeu, d'un point de vue logique de série, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord? Donc ça peut être... c'est une approche que vous devez avoir. Et j'avais enseigné à un élève cette même approche en hockey sur glace. Aujourd'hui, il se régale au hockey en NHL sur les playoffs. Parce qu'il a compris, il avait fait l'erreur, comme moi j'avais fait, de se baser sur ce qu'il voyait sur le moment. Et il a switché en disant ok, Edmonton, ça se déplace à Los Angeles Kings. Edmonton est premier, ils ont perdu. Non, ils reçoivent les Los Angeles Kings, ils ont perdu le premier match, ils se sont fait surprendre. Le game 2, j'y vais. Voilà. Et je vais sur Edmonton. Et voilà. Et il a fait ça et il a tout défoncé en playoff parce que c'est une approche qui est à la fois logique et qui a du sens en fait finalement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir déjouer certains pièges. Alors attention, il ne faut pas aller en mode zigzag comme je vous ai expliqué bêtement parce que voilà, c'est une stratégie qui marche plus. Mais l'approche doit être la bonne et doit être celle-ci. D'accord? Ça c'est hyper important. Si vous vous basez sur ce que vous avez vu, vous pouvez avoir de la réussite en mode voilà, je vous pose encore un autre exemple. Indiana a dominé la série pour le moment face aux Bucks. Les Bucks pour moi n'y arrivent pas, n'existent pas et on reviendra sur un des points parce que c'est intéressant aussi les Bucks. Les gens vont se dire je vais jouer Indiana game 3 à Milwaukee. Pas bonne approche. Game 3, c'est un spot Milwaukee, le Game 3. Alors après, encore une fois, faire les calculs de la probabilité, regarder un petit peu combien il y a de points d'écart, etc. Mais c'est pas un spot Indiana, le Game 3. C'est un spot Milwaukee. Ok? Et en fait, là, les 2 matchs à Milwaukee, quel que soit le résultat au Game 3, c'est un spot Milwaukee. Peut-être que vous pouvez avoir un spot Indiana si Milwaukee gagne le Game 3 pour le Game 4. Si Milwaukee perd le Game 3, attention au sweep, mais c'est là où il faut réfléchir à la logique des séries et bien prendre en compte tout ce que je vous dis jusqu'à maintenant. On va prendre ce conseil-là en numéro 4. Numéro 4, c'est hyper important de comprendre ça aussi. C'est que les matchs impairs sont les plus importants. Sont les plus importants psychologiquement. D'ailleurs, souvent, ceux qui gagnent les matchs impairs, c'est ceux qui gagnent la série. Vous allez voir quand vous regardez des matchs NBA, vous allez voir beaucoup de stats.
énormément de stats de, de ce style. L'équipe qui a gagné le game 1 remporte la série X% du temps. L'équipe qui a gagné le game 3 remporte la série X% du temps. Et en fait, plus évidemment, celui qui a gagné les game 5 va gagner 75% la série. Je sais pas, ça dépend, j'ai plus les chiffres en tête. Mais les game 1, game 3, game 5 sont les plus importants. C'est une bascule psychologique mentale. Et c'est pour ça que c'est important de voir les séries, comment elles se déroulent. Là, on a, je sais pas, on va prendre quel match? Détroit-New York. Détroit-New York, on a 1-1, déplacement game 3 à Détroit. Soit New York se fait battre et il y a 2-1 pour les Pistons. Et donc, dans ces cas-là, psychologiquement, c'est les Knicks qui ont la pression parce qu'ils vont encore aller à Détroit pour gagner le match. Ok. Donc là, les Knicks, s'ils égalisent, ça fait 2-2. Ok. Game 5 à New York. Match décisif. Parce que si Détroit arrive à le prendre, ils retournent chez eux pour terminer la série. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces matchs impairs ça dicte un peu la série. Ces matchs impairs vous permettent de lire la psychologie un peu de cette série. Et c'est pour ça que c'est important de voir comment se déroulent chaque match, chaque série. Et ok, telle équipe elle a gagné à l'extérieur, du coup, comme Minnesota. Le game 2, ça va être les Lakers. Ensuite, game 3, il y a 1-1. Là, je suis plus sur un spot Minnesota. Ok, Minnesota a gagné. Maintenant, voilà. Minnesota a pris les devants psychologiques, ils viennent de gagner facile. Voilà, faut bien comprendre aussi que la bascule des séries, c'est les games 1, 3, 5. Et puis bah, évidemment le game 7, hein, celui qui gagne de toute façon il est qualifié. Donc faites attention à ces trois matchs-là. D'ailleurs, je sais plus ce que je voulais te dire. Mais c'est des matchs hyper importants psychologiquement dans l'état de la série. Quand tu perds le game 3, le game 5, pardon, et tu le perds chez toi, ça pique. Ça pique. C'est un match hyper important pour l'équipe à domicile, le game 5. Hyper important. C'est pour clore une série si t'as 3-1, c'est pour pas te faire mener s'il y a 2-2. C'est des matchs. Le game 5 est peut-être le plus important, mais voilà, c'est important de prendre en compte que les games impairs vont être assez importants. Par exemple, Lakers-Minnesota, le game 3, il est important pour Minnesota. Bon, pour les deux équipes en soi. Mais Minnesota, c'est pour pas récupérer. Enfin, pour pas perdre l'avantage du terrain qu'ils ont récupéré à Los Angeles. Et les Lakers, c'est pour pas se faire mener dans la série et avoir une épée de Damoclès limite lors du quatrième match. Parce que sinon, t'es mené 3-1. Bon, tu vas jouer chez toi, tu peux revenir à 3-2. Et puis après, voilà, ça sent Game 7, quoi. dans cette configuration. Donc ça, c'est important d'avoir conscience que les matchs impairs sont les plus importants. Et pour la psychologie, pour l'enjeu, pour tout ça, c'est important de le prendre en compte pour prendre les meilleures décisions, tout simplement. Voilà. Et puis, on avait un autre lent. Ok. Bah non, en fait, si j'avais bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si. Bon, moi, je sais plus combien. Je me suis un peu perdu dans les numéros. Là, il est tard, il est minuit 45 ici au Mexique. Donc, c'est vrai que bon, je suis un peu fatigué. Mettez-moi un petit pouce bleu là pour soutenir là. J'avais envie de faire cette vidéo assez rapidement parce que les playoffs ont déjà commencé. Je me suis dit si je peux la faire là avant d'aller dormir et la publier demain matin. Et ben ça pourrait être top. Et puis bah en fait je sais même pas où est-ce que j'ai bugué au niveau des. Le mythe on l'a vu. Les matchs ils sont là on l'a vu. Ne pas prendre pour acquis ce que t'as vu, ce que tu vois on l'a vu. Ça fait 3 points. Les matchs 1, 3, 5, 7 qui sont les plus importants. On est aux 4 points.
5e point, c'est une approche différente, c'est les séries, on l'a vu. Et le dernier point, donc là on est à 6, hein, donc ici je me suis planté, on devait être à 5. Voilà. Et le dernier point, 6 points les amis. Le 6e point, qui revient et qui réunit un petit peu tout ce que j'ai dit au préalable et avant, c'est que les coachs, le collectif et les rotations, donc le banc, c'est hyper important en play-off. Une équipe coachée, bien coachée, mais sans banc, sera plus enclin à gagner la série, je dis bien la série, qu'une équipe qui est moyennement coachée, voire très mal coachée, alors qu'ils ont pourtant de la profondeur. Voilà. Le coach est beaucoup plus important en playoff. Je vous ai expliqué tout à l'heure, Memphis, c'est un cas un peu particulier. Memphis, ils ont viré leur coach, comme Denver, juste avant les playoffs. J'ai envie de vous dire 2 semaines avant les playoffs, 1 semaine avant les playoffs. Alors, Denver, je crois que c'est quelques jours avant les playoffs, ou 1 semaine avant les playoffs. Et Memphis, ça devait être 2-3 semaines avant les playoffs. Bref. Qu'est-ce que t'envoies à ton groupe quand tu vires ton coach à quelques semaines des playoffs? Comment tu veux qu'un assistant arrive à créer quelque chose? Je dis pas que l'assistant il est mauvais ou le coach d'intérim il est mauvais. Il peut être très très bon, mais il arrive en playoff avec un marasme, avec des principes qu'il faut revoir. Et même s'il est très bon, vous pouvez voir que bah en fait il devient pas ouf quoi le coach, parce que bah là il récupère un groupe qui est pas à lui, qu'il a pas forcément construit, il n'a pas eu le temps de créer un collectif ou de jouer à la manière qu'il voulait, il récupère des joueurs qu'il a pas forcément voulu signer. Du coup Memphis, même s'ils ont pris une raclée au game 1, vous les voyez, les mecs. Et c'est pour ça que j'ai validé OKC aussi en quelque sorte. 4e quart-temps, ils perdent de 50 points. Ça aurait pu être la plus grosse défaite de l'histoire des playoffs. Les mecs, ils ont la banane sur le banc. Ils rigolent, les mecs. Parce qu'ils y sont pas. Ils y sont pas. Et pourquoi ils y sont pas? Parce qu'ils ont viré le coach avant les playoffs. Donc, ça montre l'importance du coach. Ça montre l'importance du coach. J'ai pas forcément d'équipe. Ah, j'ai un très bon exemple. J'ai un bon exemple en tête là. Minnesota face à Phoenix l'année dernière. Phoenix, des individualités mais pas de coach. Enfin, un coach plutôt moyen. Je crois qu'ils n'avaient pas fait une très belle régulière de mémoire. Dites-moi si je me trompe. Il n'y avait pas de banc. Ça, il n'y avait pas de banc. Phoenix, l'an dernier, il n'y avait pas de banc. On l'a appris qu'il y avait avec Vogel, hein, c'était Vogel. Mais attendez les gars, il y a des trucs que je suis perdu moi. Vogel, pardon, c'est pas un gros mot. Putain, il a coaché les Suns, lui, il s'est fait virer. Ils ont pris Budenholzer qui s'est fait virer, je crois. Putain, en fait, ouais, Phoenix, c'est le bordel en fait. Bon, bref, on sait plus qui est le coach à Phoenix. Il y a eu tellement de mecs qui sont partis. Bon, je crois que c'est Vogel. Hein. Oh, j'ai pas le temps de vérifier, vous me confirmerez. Bon, il y a Vogel ou Budenholzer, bref, un des deux. Donc, il n'y avait pas de banc. Il n'y avait pas de banc. On sait qu'il y avait des embrouilles avec le coach. Il n'y avait pas de collectif. Tu joues face à Minnesota, qui avait un collectif, qui était deep, qui avait du banc, qui avait de la profondeur, etc. C'était quoi le résultat? 4-0 en faveur des Wolves de Minnesota. Ouais, merde. Ils se sont fait marcher dessus, Phoenix. Pourquoi? Pas de collectif, pas de banc, pas de coach. Et ça, c'est catastrophique. Ou alors, des fois, tu peux avoir un bon coach. Regardez. Je me trompe peut-être. Mais quand justement, encore lui, Kevin Durant, que j'adore ce joueur, il est trop fort. Mais bon, pour construire des équipes, c'est compliqué.
euh, quand il va à Brooklyn, c'est pas Kenny Atkinson le coach? Je sais plus. Kenny Atkinson aujourd'hui qui va sûrement être le coach de l'année, qui a fait une saison tonitruante avec Cleveland, qui est un très 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 bon coach. Il était dans le marasme des Nets. Je sais pas si il s'est pas fait virer avant les playoffs, lui, j'ai un doute. Bref, en tout cas, il n'y avait pas de cohésion collective avec leur coach, ça c'est clair et net. Les Nets se sont fait sweeper par Boston à l'époque. Donc, c'est important de comprendre que avoir de la profondeur, avoir un bon coach, avoir un bon collectif, faire une bonne régulière, c'est important. C'est important. L'alchimie, encore heureux, le basket, c'est un sport collectif. Tu peux pas arriver aujourd'hui en 2025 en NBA en mode touriste pendant la saison régulière, en te, te moquant de ton coach, avec des équipes mal construites, avec des superstars, mais on n'a plus de budget pour recruter des bancs. Voilà, ça c'est plus possible. Donc attention au talent. Attention aux gars qui disent ah mais telle équipe il y a trop de talent, il y a machin, y a bidule, il y a chouette, du coup ça va se qualifier etc. Si la saison régulière a pas été bonne, s'il n'y a pas vraiment de collectif, si le coach il est pas bon et s'il n'y a pas de banc, ça sent pas bon tout simplement. On prend les Bucks Doc Rivers c'est un mauvais entraîneur, ils ont pas fait une bonne régulière, voilà. Euh, qui on a Memphis, je vous ai dit l'exemple. Ils ils ont viré leur coach. Denver, je suis pas convaincu que ça va aller très très loin. Alors après, attention, c'est pas parce que ça va pas aller loin qu'il n'y a pas de la value. Encore une fois. Alors là, c'est si vous voulez vous concentrer sur les qualifications. Qui va se qualifier là? Ça va être un petit PLT. Quand on est en début de série, il y a Denver qui joue contre les Clippers qui va se qualifier en meilleur des 7 matchs. Les Clippers ou les Nuggets. Vous faites vos petits calculs de value bet. Bah, prenez en compte ça, le truc des coachs, etc., du banc, tout ça. Après, d'un match à un autre, tu peux très bien avoir de la value sur Denver. Les Bucks, là, je trouve qu'ils jouent mal, ils ont fait une mauvaise régulière, ils ont pas un bon coach. Euh, ouais, mais si tu me les mets à plus 20 à Indiana, je vais quand même les prendre, faut pas déconner. Moi, je prends un truc exagéré volontairement. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un moment, il y a value, quoi. Faut y aller, quoi. Vous comprenez un peu le délire que j'essaye de vous expliquer, c'est que c'est tout un consensus, c'est tout un, plein de choses à prendre en compte au niveau des playoffs. Et là, je vous ai donné, je vous ai donné 5, peut-être 6, je sais plus, conseils pour que vous puissiez parier ces playoffs 2025 avec toutes les informations potentielles que vous devez prendre en compte pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Euh, voilà. Mais en tout cas, c'est les 5 conseils, 6 conseils qui sont venus et que j'estime les plus importants si vous voulez réussir sur ces playoffs. J'espère que vous avez pris des notes, parce que j'ai dit quand même pas mal de choses. Je vous ai donné des exemples concrets d'ailleurs actuellement avec les playoffs actuels. C'est vrai que ça c'est une approche que tous ces conseils-là que j'utilise encore aujourd'hui, hein, même avec mon approche très 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 mathématique et statistique et algorithmique, mais quand même n'oubliez pas à la base, ça reste des probabilités, ça reste des mathématiques et c'est quand même hyper important de le prendre en compte. C'est-à-dire que ne restez pas sur vos impressions. Il y a beaucoup de parieurs, vous êtes sur vos impressions. J'ai l'impression que la CLV, c'est pas important parce que voilà, moi je la bats pas et je gagne, etc. L'échantillon, il est de 50, 100, 200, 300 pronostics. Je vais vous dire un truc, moi je tiens mon bilan sur, j'ai plus de 10 000 pronostics. Et je note la CLV à chacun de mes pronostics sur plus de 10 000 pronostics. Pendant 2000, 2500 pronostics perdre la CLV, c'était pas grave.
Après, j'ai compris que c'était grave. Parce que, bref, je vous ai déjà montré cette courbe. Je vous invite à regarder les autres épisodes du Dorado Show pour que vous compreniez ce que je veux dire. Mais ne restez pas sur vos a priori, sur ce que vous avez l'impression, etc. Confrontez vos impressions à des datas, des mathématiques. Si vous estimez qu'une équipe, elle est mauvaise, mais que quand vous matez les stats, elle est pas si mauvaise que ça, et ça m'est déjà arrivé avec les Spurs de San Antonio il y a peut-être 2-3 ans, où je disais, ils sont nuls, ils sont nuls, ils sont nuls, c'était l'impression que j'avais. Une fois que j'ai commencé à me pencher sur les stats et me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais que de jouer contre les Spurs. Alors là, j'étais pas dans une approche vraiment mathématique comme je le suis aujourd'hui. D'ailleurs, ça a été un déclic ce match-là. Enfin, cet exemple-là, où je me suis dit, il va peut-être falloir que je prenne en compte les stats. Parce que moi, je regardais les matchs, j'analysais. Évidemment, je regardais les stats, mais je veux dire, pas autant en profondeur. Du moins, je prenais pas vraiment en considération certaines stats. Et puis à un moment, je me dis, je joue quand même beaucoup contre les Spurs. À un moment, vous savez, quand vous jouez tout le temps contre une équipe, c'était contre les Spurs, donc. Et que finalement tu gagnes, mais tu gagnes, tu souffres, et que tu vois les matchs, tu vois qu'ils sont pas si mauvais que ça, tu dis ok bon, ils m'ont l'air d'être bons dans tel secteur, je vais aller voir. Ah ouais, ils sont pas si mauvais puis dans ce secteur-là, ah ouais, ils sont pas mauvais. Et du coup, bah j'ai commencé à prendre plus en compte certaines stats. C'était le début d'ailleurs de mon algo, parce que à un moment donné, aller vérifier tout le temps les statistiques. Les mêmes stats à chaque match que les Spurs vont jouer et tout. Je me dis, je peux pas regrouper ça sur un fichier quand même, au lieu d'aller à chaque fois les revoir. C'est ce que j'ai fait, et puis petit à petit, de fil en aiguille, tu crées ton modèle. Et là, j'ai arrêté de jouer contre San Antonio. J'ai commencé à les jouer. Et à ma grande surprise, du moins à ma surprise, j'ai moins perdu et j'ai plus gagné. Donc parfois, votre impression, attention, j'ai l'impression de... confronter cette impression à des stats. Si les stats m'avaient confirmé que les Spurs c'était mauvais, c'était nickel. Voilà, donc ça c'était le petit mot de la fin les amis pour cet épisode du Dorado Show. Un grand merci pour votre soutien, votre confiance. On se dit bientôt pour un nouvel épisode du Dorado Talk. N'hésitez pas aussi à aller voir les anciens épisodes du Dorado Talk qu'on a fait avec Robin si vous les avez pas vus. Bref, il va y avoir du contenu qui va arriver sur cette chaîne YouTube. De toute façon, on continuera ces épisodes du Dorado Show. Je sais que vous appréciez énormément le contenu que je peux vous apporter à travers ces podcasts. Vous pouvez les retrouver sur Spotify, Apple Podcast évidemment. Et voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode, un prochain épisode. Bonne chance pour vos pronostics en playoff. On va essayer de continuer à se régaler pendant ces playoffs là. Et en tout cas, ça fait très très plaisir d'être sur un gros run et le travail paye. Et ça, c'est plutôt cool. La variance positive quand même. Au vu des résultats que j'ai, il y a variance positive. Et ça, faut le reconnaître. Et ça, il y a peu de parieurs qui vont avoir l'humilité de vous le dire quand ils sont sur un gros run. De dire, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Pourquoi? Parce que j'ai eu les scénarios en ma faveur. Donc oui, il y a de la réussite. Donc oui, il y a de la chance. Il y a une partie de chance. Et il faut le savoir le reconnaître. Il faut savoir être humble dans les paris sportifs. Je vous l'ai toujours dit dans ce Dorado Show. Voilà, bonne chance pour vos pronostics les amis. À très très bientôt pour un nouvel épisode. Et bonne chance. Ciao ciao.